Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons faire ou commencer par le cours du tétanos, sachant que le tétanos est une pathologie, une infection qui est quand même répandue surtout dans les pays, on va dire, du tiers-monde un peu pauvres, mais quand même des cas sont déclarés dans les pays industrialisés et tout cela, bien sûr, est en rapport avec une vaccination non réalisée, sachant que le tétanos est une infection qui peut être évitée par une vaccination correcte et durable pendant toute la vie. Donc il faudrait ne jamais oublier de se refaire et de se revacciner vis-à-vis du tétanos. On va parler un peu d'historique. Il faut savoir qu'Hippocrate avait décrit la rigidité du tétanos. Donc cela remonte à très longtemps. 1884, Karl Raon décrit la maladie à Turin, en Italie. Vous allez voir que c'est beaucoup plus les Italiens qui ont découvert un peu ce tétanos, et Nicolas R découvre l'agent, à savoir la bactérie responsable. 1897, donc à peu près 10 années ou 13 années après, Marie découvre l'action de la toxine sur le cheval. Effectivement, il faut savoir que le cheval, quand il fait du tétanos, il a une forme clinique assez bien décrite par les vétérinaires. La vaccination commença, comme la plupart des vaccins, en 1925 chez l'animal et en 1926 chez l'homme. 48, Pulmer purifia la toxine tétanique et nous avons maintenant, on peut avoir un vaccin assez bien purifié et même une sérothérapie possible. C'est quoi le tétanos? C'est une maladie toxi-infectieuse à déclaration obligatoire. Elle est grave et peut-être mortelle. Elle n'est pas mortelle tout le temps, mais elle peut être mortelle. Quand on parle de maladie toxi-infectieuse, c'est-à-dire qu'il y a l'action de la toxine, c'est elle qui est responsable beaucoup plus de toutes les manifestations cliniques et la bactérie ne porte que cette toxine. La bactérie est presque un vecteur de cette toxine. C'est un bacigramme négatif positif sporulé qui est présent dans le sol. C'est un aérobie strict appelé Clostridium tetani, ou encore bacille de Nicolaire, parce que Nicolaire, c'est lui qui l'avait découvert, qui sécrète une exotoxine neurotrope appelée tétanospasmine. Tétanos, ça vient du mot tétanos, spasmine, par son action neurotoxique. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse, donc ni immunisante, c'est-à-dire qu'on peut facilement être à côté d'un malade qui présente du tétanos, on pourra se protéger d'une manière, comme vous avez vu ces derniers temps, cette manière de se protéger vis-à-vis d'une possible Covid. On peut donc la contracter plusieurs fois parce qu'elle n'est pas immunisante. Quand on fait le tétanos, derrière cette maladie, il faudrait quand même se faire vacciner. C'est un problème de santé publique majeur. Dans les pays, surtout en voie de développement, j'avais dit en introduction, en particulier le tétanos néonatal qui reste l'une des premières causes de mortalité périnatale dans les pays pauvres, à savoir cela est dû bien sûr à des accouchements qui sont à domicile et que la femme n'est pas protégée contre le tétanos parce qu'elle peut transmettre son immunité au nouveau-né, malheureusement, et les conditions d'accouchement sont terribles. Elle se prend à domicile avec on coupe le cordon ombilical, avec du matériel qui n'est pas du tout stérilisé. Il y a aussi ce qui fait qu'on peut faire du tétanos néonatal et en plus il y a des pratiques particulières dans certains pays où on peut mettre, surtout le crâne, on verra tout à l'heure, sur le cordon ombilical, sur l'ombilic une fois coupé. Dans les pays développés, ça touche beaucoup plus les sujets âgés. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, on perd son immunité, on oublie de refaire la vaccination, de se vacciner. La prévention est possible, c'est la principale thérapeutique. Le tétanos, ne peut pas faire le tétanos, c'est grâce à cette vaccination. Et le traitement, il faut savoir correct des portes d'entrée, cela est vrai,
Mais traiter une porte d'entrée sans avoir été vacciné, sans avoir des anticorps dans son sang, cela ne suffit pas. Il faudrait que l'étudiant en médecine sache. Vous allez passer un internat, vous allez recevoir plein de blessures quand vous ferez des stages de chirurgie. Toutes ces blessures-là sont potentiellement porteuses ou peuvent donner du tétanos. Dans ce cas-là, il faudrait apprendre comment gérer une plaie susceptible de donner du tétanos. Le réservoir du germe, on avait dit que c'était la terre, donc théorique, on retrouve des spores qui constituent la forme de résistance du germe au niveau du sol et des selles des animaux. Bon, c'est vrai que les selles des animaux contiennent, parce que les animaux broutent l'herbe, et dans l'herbe, vous pouvez avoir du tétanos, du bacille. Donc là, il faudrait savoir que la spore résiste énormément. On peut rester plusieurs mois, pour ne pas dire presque années, sur le sol, sans être détruite. La transmission se fait par voie transcutanée, donc en se blessant. Soit à travers une plaie, c'est dans 40 à 60% des cas, c'est la plaie, c'est une plaie aiguë. Soit via les plaies chroniques, c'est les plaies variqueuses. Quand les gens ont des ulcères de jambes, ont des plaies chroniques où la peau n'est plus là, donc la protection de cette peau, cette barrière protectrice, la peau est une barrière protectrice, n'est plus du fait que il y a ces plaies chroniques, sans éventuellement une porte d'entrée possible du tétanos. Épidémiologie. Alors, il faut savoir toutes les minimes, quelle que soit l'importance de la plaie, même une piqûre de rosier peut entraîner un tétanos. Une plaie souillée par de la terre, là, c'est l'évidence. Blessures, brûlures, surtout les pieds, bien sûr, qui sont des portes d'entrée, les mains, c'est des oubliés. Les pratiques traditionnelles ne peuvent oublier cela, les circoncisions, les excisions. Bon, heureusement, je pense que les excisions n'en voient pas beaucoup, mais ça existe encore dans les pays d'Afrique. Les percées d'oreilles, les scarifications, ça se fait encore dans certains pays. Tout cela, quand ce n'est pas fait dans le respect de règles d'hygiène, d'asepsie, peut entraîner du tétanos. La contamination ombilicale, ça touche le nouveau-né, et c'est la principale cause de tétanos néonatale. Vous avez la section du cordon par un instrument souillé, ce que j'avais dit tout à l'heure, la ligature du cordon par du matériel septique, des fils, des herbes, et bien sûr l'application ultérieure de pansements à pince de creux de la terre. Cela aussi forcément peut entraîner du tétanos néonatal. Il faut savoir que le tétanos néonatal est mortel, quelles que soient les conditions de prise en charge. Toujours dans l'épidémiologie, vous avez l'inoculation obstétricale. Ça peut se voir aussi chez la femme qui accouche, lors des accouchements septiques ou des avortements. Les accidents thérapeutiques sont rares, soit lors de certaines interventions chirurgicales, en particulier chirurgie digestive, du fait qu'éventuellement on peut retrouver du clostridium dans les intestins, si on s'est alimenté, qu'on a ingéré. Donc dans ce cas-là, l'ouverture, les sutures peuvent entraîner du tétanos, les fractures ouvertes, des chirurgies du pied. Les injections intramusculaires, ça a été décrit. C'est rare, mais il faut savoir que ça a été décrit quand même, sans oublier la toxicomanie, en utilisant des seringues, bien sûr, déjà usagées. Donc, on peut non seulement transmettre du tétanos, mais aussi d'autres infections, à savoir les hépatites, le VIH, etc. Sans oublier d'autres germes qui peuvent être à l'origine d'endocardite, comme le staphylocoque. Parfois, on ne retrouve pas de d'entrée, c'est ce qui est un peu particulier. Et là, on se dit que probablement c'est par voie digestive que le tétanos, que la maladie, c'était que la porte d'entrée probablement digestive. Ça, c'est quand même, entre guillemets, on n'est pas sûr de cela. Mais sachant que dans 10% de cas, donc un cas sur 10, on ne peut ne pas retrouver une porte d'entrée classique, à savoir cutanée ou autre. Physiopathe, qu'est-ce qui se passe réellement quand vous avez du tétanos? Quand vous faites du tétanos, après pénétration de la spore tétanique, elle se multiplie au niveau des tissus et elle produit sa toxine. Le tissu lui permet de se multiplier. Vous avez des plaies ouvertes, il y a du sang, et puis c'est des milieux particuliers
Une fois que cela a germé, cette spore, parce que toute spore germe, les bactéries vont bien sûr libérer et produire leurs toxines selon moyen d'action. C'est ce qu'on appelle la tétanospasmie qui circule dans le sang à travers les fibres nerveuses pour arriver surtout au niveau des fibres nerveuses, au niveau du système nerveux central. Elle agit très souvent au niveau de la fibre musculaire et au niveau de la jonction neuromusculaire en bloquant le neurone inhibiteur du motoneurone alpha qui entraîne des contractures permanentes. Parce que le tétanos, c'est une histoire de contracture. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez un peu ce schéma, vous connaissez, que vous avez déjà fait en physiologie. Vous savez, ce qui est en vert, là, c'est ce qu'on appelle le motoneurone inhibiteur. Voilà. Hein, c'est l'inhibiteur, et celui-là qui permet à toute action motrice de s'arrêter. Une fois que ce motoneurone, ce interneurone est bloqué, donc toute action motrice n'est plus arrêtée. C'est comme si vous appuyez sur un accélérateur, vous conduisez une voiture, et vous n'avez plus de frein. Forcément, la voiture ne pourra pas s'arrêter. Et ce qui arrive lors du tétanos, c'est que toutes les contractions musculaires continuent à se réaliser sans que cet interneurone ne puisse les arrêter, les bloquer. Bactériologie, le Clostridium tetani n'est pas si grave positif, on l'avait dit, qui était un aérobus sporulé, un aérobus strict. Les spores persistent des mois, voire des années dans le sol et à l'abri du soleil, détruit pas l'eau oxygénée, les débris iodés, la chaleur à pendant 4 heures à 100 degrés, donc l'intérêt, bien sûr, de la stérilisation antimatérielle, et 15 minutes d'autoclave. Il faut savoir qu'on utilise l'autoclave pour la stérilisation. On sait que la plupart des bactéries sont détruites. Les animaux et l'homme peuvent l'héberger dans leurs intestins, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà un peu comment il fait le Clostridium tetani. La petite tête, c'est celle-là, la spore qui peut germer. Sur le plan clinique, ça, ce qui intéresse un peu le plus souvent l'étudiant, c'est comment reconnaître un tétanos. Il faut savoir qu'il y a toujours une phase d'incubation, c'est la phase durant laquelle la bactérie se multiplie et se met en action. Elle est silencieuse, très souvent, dure 7 à 15 jours, parfois plus. Il faut savoir, plus elle est brève, plus elle est de mauvais pronostics, parce que cela veut dire qu'il y a eu l'inoculum très important et éventuellement la plaie est énorme et troisièmement elle est proche du système nerveux et beaucoup plus. L'invasion qu'on appelle la phase de début, elle est caractérisée par un signe pathognomonique qu'on appelle le trismus. C'est le signe qui est toujours présent et c'est un signe annonciateur. Vous avez un trismus, il faudrait toujours avoir en tête qu'il s'agisse probablement d'un tétanos. C'est la contracture des muscles masséters de la bouche, le muscle de la mastication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce trismus s'installe de manière progressive. D'abord pendant les efforts, comme la mastication, ce sont les efforts de la parole, devient permanent par la suite, invincible, irréductible, douloureux, ne s'accompagnant pas de fièvre. Donc vous avez quelqu'un qui a la bouche complètement fermée. Il vous parle avec une bouche fermée, ne pouvant pas s'alimenter, ne pouvant pas mastiquer, ne pouvant pas parler correctement. Impossibilité d'ouvrir la bouche, de mâcher, de parler, avec une légère dysphagie. Comme diagnostic différentiel, vous avez l'accident de la dent de sagesse, il faut savoir ce que peut donner un trismus, mais très souvent c'est unilatéral, c'est du côté où il existe la dent de sagesse. Un phlegmo amygdalien, très souvent aussi c'est unilatéral. L'inarthrite temporo-maxillaire, idem. Les stériles à tétanie, c'est un autre cas clinique qui est beaucoup plus, on va dire, dramatique, un peu plus. Il n'y a pas que le trismus qui est associé à cela. Vous avez tout un état clinique un peu comédien, théâtral, qui fait qu'on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une hystérie. Prise de neuroleptiques, la strychnine, c'est un pesticide aussi peut entraîner le trismus, et la lésion protubérantielle, toujours il faut faire attention.
tension. Donc, ce sont des diagnostics différentiels. Ne pas sauter que sur le tétanos. Il faut savoir quand même éliminer cela. Ce sont ces diagnostics. Certains sont graves, certains pas du tout. Donc, mais quand même, votre interrogatoire permettra déjà de pouvoir éliminer certains diagnostics. Une donne de sagesse, c'est facile à diagnostiquer. Juste un interrogatoire le permet. Un phlegmon aussi, donc c'est une angine, arthrite, c'est évident qu'il s'agisse d'une douleur de niveau temporal, etc. Et la prise neuroleptique, donc le malade doit avoir pris des produits. Alors, à la phase d'état, qui se voit 2-3 jours après l'apparition de ce fameux trismus, de cette impossibilité d'articuler, de mastiquer, caractérisée par l'extension de ces contractures et l'apparition de paroxysmes ainsi que parfois des troubles végétatifs quand il s'agit d'une forme grave. Les contractures, c'était d'abord au niveau des muscles masséters, vont descendre un petit peu au niveau du pharynx avec une dysphagie indolore, une stase salivaire, le malade n'arrive pas à avaler sa salive. Au niveau du visage, du faciès, ce qu'on appelle le faciès sardonique, ça veut dire rétrécissement des fentes palpébrales, les commissions labiales sont attirées vers le bas et sur l'élévation des sourcils et le front est plissé. C'est ce qu'on appelle le faciès sardonique, un faciès figé. On verra quelques photos tout à l'heure. Le cou aussi, ces contractures vont descendre les genoux, en touchant bien sûr le cou. Vous avez bien sûr une contracture des muscles sternocléidomastoïdiens, avec raideur de la nuque, c'est une raideur du cou. Au niveau du tronc, vous avez une contracture des muscles paravertébraux, extension, et ça vous donne à la fin cette position d'opistoténose. Au niveau de l'abdomen, les contractures abdominales vous donnant le ventre de bras. Membres supérieurs sont très souvent en flexion, les membres inférieurs en extension. C'est tout ça qui vous donne l'opistoténose. Puis apparaissent les paroxysmes. Ça veut dire quoi? C'est l'exacerbation de ces contractures. Vous avez un fond de contracture et puis apparaissent ces exacerbations. Si on vient par des excès de contracture spontanée ou provoquée par tout bruit, toute douleur, tout toucher, fait craindre la survenue de ces contractures, de ces paroxysmes, pardon. Donc cette exagération des contractures qui peuvent entraîner un spasme glottique et un arrêt cardiaque ou blocage thoracique qui vont emporter le malade. Comme ça que meurent très souvent les malades atteints du tétanos. Et bien sûr, à la fin, une fois que l'état de malade s'aggrave, dans cette forme grave, vous avez des perturbations de la tension, du pouls et de la température, avec des troubles des rythmes cardiaques, respiratoires, certaines respirations particulières, comme le Stokes, que vous avez déjà vu en cytologie, possibilité d'arrêt respiratoire. C'est comme ça que meurent très souvent dans des troubles neurovégétatifs, quand bien sûr, Dieu merci, maintenant la réanimation arrive quand même à gérer ces troubles neurovégétatifs en employant des moyens assez agressifs comme la respiration artificielle. Très souvent, pour ne pas dire toujours, le patient est apéritique et reste conscient. Ce n'est pas un état neurovégétatif avec coma, le malade est conscient. Ce qui arrive, c'est que ce sont ses muscles seulement. Il n'y a pas d'atteinte du système nerveux central proprement dit, mais pas encéphalique. Vous avez seulement, tout se passe en périphérie. Ce sont ces muscles qui ne répondent plus, ces muscles qui font que ça s'arrête à un moment donné, ou bien que tout est contracturé jusqu'à ce que vous avez un arrêt respiratoire au cardiaque. L'évolution, savoir un malade qui fait du tétanos, il est hospitalisé, va rester 3-4 mois, 3-4 semaines jusqu'à 1 mois ou 2 mois en réanimation avec stabilisation, puis rééducation. Mais les complications peuvent se voir. Vous le savez, ce sont la plupart du temps des complications du décubitus, accident thromboembolique, infection pulmonaire, les fractures plasmavertébrales à cause de ces contractures permanentes, de ces paroxysmes, rupture de ligaments, troubles du rythme, sténose trachéale, post-trachéotomie, très
très souvent, le malade est trachéotomisé. Tout malade suspect de tétanos doit être hospitalisé dans un service de soins intensifs et non pas dans un service classique, parce qu'à un moment donné, il pourrait avoir besoin d'une trachéotomie, d'une de respiration artificielle. Voilà un peu le faciès sardonique. Ce qu'on appelle vous avez vu la baisse langue, on dit que l'examen va montrer la baisse langue captif, c'est-à-dire que vous mettez la baisse langue, l'enfant ou le malade, le patient, le mord automatiquement du fait que cette contracture ténacitaire. C'est ça un faciès sardonique. Vous voyez un peu ce que c'est qu'un faciès sardonique, les commissions labiales qui sont abaissées, le front qui est lisse, on n'arrive pas à voir bien sûr les yeux, mais il a un regard et les yeux qui sont étirés aussi. L'opistotonose, vous voyez bien cet enfant à droite, en bas, c'est cette position, membre supérieur en flexion, membre inférieur devrait être en extension. Puis vous avez vu cette contracture des muscles paravertébraux qui font que la tête est retournée en hyperextension. C'est le faciès toujours sardonique. Vous avez le petit, ce qu'on appelle le tétanos ombilical. Regardez son ombilic qui est complètement affecté. C'est le véritable opistotonose. Forme clinique. Pour savoir ça, nous avons décrit la forme la plus classique du tétanos. Pour savoir qu'il y a certaines formes cliniques. Dans cette forme clinique, vous avez d'abord le tétanos céphalique. Ça veut dire quoi? Vous avez une plaie, une porte d'entrée au niveau de la face du cuir chevelu, ou bien les dentaires. Ça peut arriver. Très souvent, nous avons des blessures au niveau du cuir chevelu de la face, qui ne sont pas prises en charge correctement. Et dans ces formes céphaliques, vous avez deux formes. Le tétanos céphalique de Rose, décrit, c'est une plaie dans le territoire du nerf facial. Vous avez un trismus, une paralysie faciale associée, périphérique homolatérale. C'est comme ça qu'on fait ce diagnostic. Et deuxième forme, c'est le tétanos céphalique de Holmes. C'est une plaie de la région orbitospaciaire. Vous avez l'ophtalmoplégie du 3, c'est-à-dire du oculomoteur commun. Tétanos d'un membre, ça existe, ça arrive surtout chez les sujets qui ont été déjà vaccinés, qui ont eu quand même une petite immunité, quelques anticorps dans leur sang. Il est rare, difficile bien sûr à faire diagnostic un sujet déjà vacciné. Contracture et raideur du membre touché. Un seul membre, vous avez pendant quelques semaines, le malade va avoir une raideur du membre, et cela va forcément l'empêcher de marcher correctement. Mais pour faire le diagnostic, ça reste un peu difficile. Généralement, on met ça sur le compte initiatique du CEPAPJ et on se rend compte qu'il s'agirait d'une du tétanos. L'ombilical, pays pauvre, mortel, entraîne rapidement l'opistotonose avec déshydratation, surinfection, dénutrition, prévenue par la vaccination de la femme enceinte. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, que la vaccination de la femme enceinte rentre dans le calendrier vaccinal qui est obligatoire toute femme enceinte qui a bien sûr, qui déclare sa grossesse, le médecin qui la suit, que ce soit le gynéco ou la sage-femme, lui prescrit de manière systématique une vaccination antitétanique avec 3 injections très souvent. Pronostic. Alors, le score de Dakar qui est très ancien, des années 70, mais reste d'actualité. Ça, ce score prend en compte l'incubation, l'invasion, la porte d'entrée, le pourcentage de force des paroxysmes, la fièvre, et puis chez l'adulte et le nouveau-né. Regardez un peu avec les fréquences cardiaques chez l'adulte et le nouveau-né. Alors, plus, on avait dit, la durée d'incubation est courte, plus c'est grave. Quand elle est moins de 7 jours, c'est 1 point. Quand elle est supérieure à 1 semaine, c'est 0 point. Durée d'invasion, c'est-à-dire la durée du trismus, la phase d'invasion du trismus. Alors, moins de 2 jours, donc c'est quand même assez rapide. Vous avez forcément une forme grave. Quand ça dure plus longtemps, c'est une forme moins grave. Donc, selon la porte d'entrée, comme c'est l'ombilic, quand c'est des coulures, quand c'est des curus, quand c'est une fracture ouverte, c'est quand même assez grave. Quand il s'agit d'autres petites blessures, c'est moins grave. Quand
il y a des paroxysmes, c'est grave. Quand vous avez de la fièvre, c'est grave. La fièvre n'est pas due à une surinfection, la fièvre est due à une consommation importante de l'ATP, donc de l'énergie. Quand vous faites des contractions permanentes et des paroxysmes réguliers qui se répètent, vous brûlez, vous utilisez votre musculature. Cette musculature a besoin de l'énergie pour se contracturer. Et là, ça vous entraîne, c'est comme si vous avez fait un effort sportif, à savoir courir ou faire du sport pendant un bon moment. Vous savez bien que ça pourrait et ça peut élever la température corporelle. L'adulte, une fréquence cardiaque plus de 120, chez le nouveau-né plus de 150, ce sont des formes graves, forcément. Diagnostic positif, comment peut-on poser le diagnostic de tétanos? Bien sûr, il y a la vaccination, c'est important. Toujours poser la question, êtes-vous vacciné? Quelle est la dernière prise, le dernier vaccin, date de quand? C'est très important. Nous allons voir tout à l'heure un peu la prise en charge du plaie. Donc, toute plaie aussi est suspecte, même si elle est déjà guérie, parce que vous avez vu, l'incubation peut être longue, peut-être de 15 jours ou même plus. Donc, une plaie peut guérir au bout de 15 jours, mais il reste possible que du tétanos est passé par là. L'absence de vaccination, le trismus symptôme, c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir une forme tétanique généralisée sans trismus. Contracture généralisée des paroxysmes, bien sûr, l'hypotétanose, quand on arrive à ce stade, c'est forcément du tétanos. Donc, le diagnostic du tétanos est clinique. Maintenant, faire des examens complémentaires, c'est beaucoup plus des examens pour le pronostic, pour voir un peu tous les organes, comment fonctionnent-ils. Quand du tétanos. Ça, c'est la principale, dans le cours du tétanos, c'est ce qu'il faudrait connaître le plus. Savoir faire un diagnostic et savoir prendre en charge une plaie. Toute suspicion de tétanos, je l'avais dit tout à l'heure, doit être hospitalisée dans un milieu de soins intensifs, intubation, trachéotomie, de maladie nécessaire. Très souvent, c'est une trachéotomie. Parce que l'intubation, vous avez des spasmes. On avait dit que tout geste invasif peut entraîner forcément des spasmes, des paroxysmes. Ces spasmes paroxysmes peuvent vous empêcher d'introduire votre canule à travers la glotte qui est probablement fermée. Donc, c'est une trachéotomie qui est simple à réaliser, à faire. Assurer une alimentation par sonde nasogastrique, par voie parentérale, préserver l'équilibre hypoélectrique par un apport veineux solide, aspirer pour éviter la stase, la surinfection, le tétanos fébrile, signe de surinfection, administrer des anticoagulants pour empêcher la thrombose. Et bien sûr, c'est un malade qui doit être mis dans une chambre isolée, loin de la lumière, qu'il y ait peu de personnel de santé qui font le va-et-vient dans ces boxes-là, parce qu'il reste, c'est un malade qui reste conscient, qui est aussi tous les stimuli externes, que ce soit la lumière, le bruit, les va-et-vient, les portes qui s'ouvrent, qui se referment, plusieurs médecins qui passent, l'examiner, etc., l'infirmier, tout cela augmente et augmente ces paroxysmes et rend de la prise en charge beaucoup plus difficile. Il faut savoir que la prise en charge d'une plaie est importante, donc il faut traiter cette porte d'entrée, celle qui est toujours présente avec parage, antibiothérapie, on utilise la PNG, donc c'est un gène qui est assez sensible aux antibiotiques usuels et simples, 4 millions intraveineux, on a 4 fois par jour. Si allergie, on met du flagile parce que c'est un anaérobie. Le flagile agit bien sur les anaérobies avec 5 grammes par jour, donc c'est 5 mg 3 fois en nivellante. La sérothérapie, maintenant, bon, il y a des études qui disent oui, on neutralise la toxicité suivante, mais les immunoglobulines spécifiques, en augmentant bien sûr les doses entre 250 et 700 unités internationales. La vaccination devient obligatoire parce que c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Le jour même de la sérothérapie, on a différemment du thérapeute intérieur.
sédation, il faut savoir qu'après une trachéotomie, le malade doit être sédaté. Donc, et aussi, cette sédation va arrêter et empêcher ces contractures de continuer. Donc, la prise en charge est une prise en charge anesthésique générale pour permettre au malade de respirer correctement avec cette trachéotomie et d'éviter les maladies thromboemboliques, les complications thromboemboliques, les surinfections, les escarres, tout cela doit se faire. Et bien sûr, arrêter. Il faudrait arrêter ces contractures. Ces contractures doivent être traitées par des drogues, à savoir du diazépam, l'hypnoval, dantrolène, des curare, ça peut arriver jusqu'au curare, tout cela est une indication beaucoup plus chez les réanimateurs qui utilisent ce type de drogue. Donc, très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des malades qui sont pris en charge en réanimation. Donc, tous ces produits-là ne peuvent être utilisés à forte dose que si le malade est intubé ou trachéomisé parce qu'ils peuvent entraîner un arrêt respiratoire. Le meilleur traitement est la prévention, il faut savoir. La prévention ne peut se faire que par une seule façon, ne pas tomber, ne pas se blesser, chose qui est impossible. Quand on vit, on est exposé à cela. La vaccination existe, c'est une vaccination de la population jeune, c'est le calendrier vaccinal, vous savez, ça commence très tôt, à l'âge de 3 mois, on commence à se faire vacciner. Sans oublier qu'il faudrait faire des rappels tous les 10 ans, c'est ce qu'on oublie très souvent. Des rappels de tous les 10 ans, généralement, quand c'est des enfants qui arrivent à un âge scolaire assez élevé, à savoir, on passe par le lycée en première année du lycée, on se fait vacciner, donc nous avons à peu près 15 ans, 16 ans, et puis là, ça peut durer jusqu'à 26 ans. Puis arrivé à l'âge de 26 ans, on ne voit plus ce vaccin-là, on ne parle plus de se faire vacciner. Arrivé à 40 ans, même chose, 50 ans, même chose. Et puis surtout pour les gens qui sont exposés, les jardiniers, ceux qui travaillent dans les travaux publics, vous savez bien qu'ils sont à côté plein d'outils en fer, ils sont exposés aux blessures, ils travaillent le fer, ils ne mettent pas de gants, etc. Ils n'ont pas de chaussures destinées à cela, donc ils se blessent très souvent, chose que vous allez voir une fois que vous ferez votre internat, vous allez voir le nombre de blessures qui peuvent arriver, et tous ces gens-là sont exposés et doivent se faire vacciner, doivent continuer la vaccination. Pour le tétanos néonatal, ce moyen, c'est bien sûr vacciner les femmes enceintes dans des pays très pauvres, on parle de tous les maternités pour les accouchements à l'hôpital, et bien sûr chez nous, on va dire hors du tête, dans certaines zones très éloignées du sud, la plupart des accouchements se font dans des structures hospitalières, que ce soit des maternités destinées à cela, où il existe aussi des accoucheuses qui font des accouchements, et c'est dans le territoire national, sachant aussi que cela veut dire une bonne hygiène, une bonne asepsie lors de l'accouchement, en évitant bien sûr de transmettre ce tétanos, que ce soit la femme lors de la ligature, lors de la suture de certaines épisiotomies, et bien sûr le nouveau-né, en enlevant toutes ces pratiques ancestrales, mettre du col sur le cordon, sur l'ombilique, mettre certains produits, mettre de l'iosinacuse, ça ne sert absolument à rien. Vous savez que l'ombilique, quand vous avez coupé votre cordon ombilical, il va y avoir des nœuds, vous allez avoir serré, vous allez avoir la nécrose de ce cordon, ce bout de cordon qui reste chez le nouveau-né, qui va tomber en bout de 4-5 jours sans rien mettre. Bien sûr, il faudrait mettre un peu de bétadine, seule chose à mettre sur cet ombilique. Conduite à tenir devant un risque donc nettoyage de la plaie, vous avez une plaie, un malade qui arrive chez vous blessé, il faut mettre avec la plaie l'oxygéné, de la bétadine, il faut mettre une antibiothérapie, bien sûr, prophylactique, ne dépassons pas 5 jours, ça ne sert à rien de mettre des antibiotiques assez longtemps, de l'amoxyl suffit ou de l'augmentin. Vaccination et sérothérapie selon le décret de la blessure et la date du dernier rappel. Voilà un peu le tableau. Type de plaie, minime importante, rappel, quand est-ce qu'il a été réalisé. Si le rappel est moins de 5 ans, date de moins de 5 ans, il n'y a rien à faire que ce soit une plaie minime importante.
Si le rappel est entre 5 et 10 ans, c'est ce qui est important, c'est de demander la date du rappel. Ça, c'est votre rôle lorsque vous serez interne dans les services de chirurgie, ou ne pas envoyer des gens n'importe où pour leur dire allez-y faire une zérothérapie, allez-y faire un truc. Ça, c'est absolument rien. Posez une petite question, vous faites le dernier rappel. Il le sait, il ne le sait pas. S'il ne le sait pas, s'il vous dit ça remonte à 10 ans, c'est une clé simple, rien à faire. C'est une clé qui est importante. Là, effectivement, il faudra mettre du sérum avec un rappel. Moi, ça, donc, vous voyez, quand il y a côté clé importante, il y a des rappels à faire, que le sérum n'intervient que le dernier rappel a plus de 10 ans, lorsque la vaccination était incomplète ou absente. Quand la vaccination était absente, il faudrait mettre une vaccination et la sérothérapie le jour même, et bien sûr, que ce soit une clé minime ou importante, que l'on joue un peu sur la dose de la sérothérapie, mais essentiellement mettre les deux. Et bien sûr, continuez votre vaccination, parce qu'il y en a qui doivent être adressés dans un service de vaccination pour continuer sa vaccination. Un seul vaccin ne suffit pas pour protéger votre patient. Donc, c'est un vaccin appelé GS07, c'est une anatoxine tétanique. On ne vaccine pas contre la bactérie, mais on vaccine contre la toxine, parce que c'est la toxine, comme je l'avais dit, qui joue son rôle, c'est elle qui est responsable de la maladie. Après, par les parties de toxines détoxifiées par du formaldéhyde vérifié, l'immunité apparaît dès la deuxième injection. Vous savez, la première injection ne sent pas grand-chose, et la maladie est quand vous faites la maladie, quand vous faites du tétanos, c'est comme si c'était la première fois que vous injectez la première dose du vaccin. Renforcé après la troisième injection, et persiste 5 et 10 ans après la quatrième injection. Vous avez vu, il faudrait 3 injections avec un rappel. La durée de conservation est de 3 ans, entre 2,8 degrés, bien sûr. Ne pas oublier cela que pour les gens qui seront un jour dans cette structure vaccinale, vous serez médecin, donc vous pouvez gérer une vaccination, un centre de vaccination. Le frigo, le réfrigérateur doit être toujours à 2 degrés avec une coupure d'électricité. Il faut savoir que vous devez avoir votre thermomètre pour le réfrigérateur et vous serez responsable de tous les vaccins que vous allez gérer. Donc, conserver correctement un vaccin veut dire que vous allez injecter à vos futurs patients, pas patients, très souvent, vous allez avoir une bonne politique vaccinale qui va être réalisée sur le terrain. Vous n'allez plus voir du tétanos dans un pays comme le nôtre. On ne devrait pas voir du tétanos avec tous les moyens que nous avons. Conclusion, maladie encore présente chez nous. Nous recensons à peu près 10 cas par an, mortels dans 50% des cas. Heureusement, pas tout le temps mortel. Problème posé par la vaccination chez les adultes, c'est ce que je dis, après le lycée, on ne revaccine plus, on ne cherche plus après le vaccin. Que ce soit au niveau du travail, malheureusement, la médecine du travail ne fait pas réellement sa mission, parce que tout sujet doit être vacciné. Comme on demande, quand on fait la publicité, entre guillemets, pour la vaccination contre la grippe, pour les sujets en allez-y, la grippe en arrive, etc. Surtout en cette période de Covid, il faut se faire vacciner contre la grippe. Ne pas oublier de rajouter, c'est le moyen, c'est pour les sujets qui sont dans cette vaccination, c'est le moyen de capter ces sujets âgés. Ah, ils viennent tous, ils sont immunodéprimés très souvent, donc les diabétiques, les femmes enceintes, tous ces gens qui viennent pour se faire vacciner contre la grippe. Pourquoi ne pas revoir leur carnet par rapport au tétanos et leur dire, tiens, puisque vous êtes là, on vous fait le vaccin de la grippe, on vous rajoute le DT qui va vous protéger contre les tétanos. Ça n'en sait absolument rien. Vous risquez de tomber, vous risquez de faire quelques travaux de jardinage, vous faire piquer ou vous laisserez et vous risquez pour ne pas risquer de faire un tétanos, un âge avancé et surtout sur des immunodéprimés. Sensibiliser votre entourage sur l'intérêt des rappels. Vous, étudiants que vous êtes, donc, vous devez le faire avec vos parents qui sont tout autour de vous, qui sont quand même, je pense, à un âge qu'ils ont tous atteint la plupart du temps, la cinquantaine presque. Donc, c'est le moment de revoir leur vaccination
et je vous remercie pour l'attention.